Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Agripole sur Cap 10 Télévision. Et cet après-midi, avec nos panélistes qui sont confortablement installés, nous allons aborder le thème sur l'agriculture et élevage, facteurs de création d'emplois et de la croissance économique. Et en seconde position, nous parlerons également de l'agriculteur et le foncier, quel avenir? Parce que vous savez bien que tous ces derniers temps, nous assistons à des polémiques, à des mésententes entre les agriculteurs et les fonciers. Il est donc question d'apporter un éclairage pour qu'il y ait une harmonie entre ces deux acteurs qui sont impliqués dans le secteur agricole. Je vais donc commencer à présenter nos panélistes qui sont ici présents avec l'honorable Harissou, qui est député jeune à l'Assemblée nationale du Cameroun. Honorable Harissou, bonsoir. Et bonsoir Monsieur Bello, bonsoir à mon co-discutant et bonsoir à vos millions de téléspectateurs et téléspectatrices qui prennent le courage de nous écouter, et un bonsoir de manière particulière, si vous me permettez, à Monsieur le directeur général de la SIC. J'ai nommé ici le docteur Amadou Sardona, qui a entamé hier sa 3e année au sein de cette structure. Et il a reçu la confiance du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Vous savez, depuis son arrivée, on note un bilan très satisfaisant. Et il a rehaussé l'image de la société. Il a mis le point sur les i, le bar sur les t. Et il a rien de redynamiser, rehausser, vanter l'image de la SIC. Et nous le souhaitons tous nos encouragements et félicitations, bon vent. Et le meilleur est à venir. Alors, nous disons donc félicitations à Dr Saoulaouna, directeur général de la SIC. Alors, Monsieur Arnold Messin, bonsoir. Vous êtes maire junior. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bello. Comment vous allez? Je me porte très bien. Alors, soyez la bienvenue à Cap 10 Télévision. Ce n'est pas la première fois que vous venez quand même sur le plateau de Cap 10 Télévision. Je vous remercie. Ce n'est pas la première fois. Bonsoir également à vos téléspectateurs qui prennent toujours la peine de vous suivre. Vous savez, c'est toujours un honneur pour nous de communier sur ce plateau de la Cap 10 Télévision, de répondre à vos questions dans un débat sain, où seule la force de l'argument prévaut souvent. Donc, c'est un honneur. Merci. Merci beaucoup. Je veux donc rappeler aux chers téléspectateurs qui nous regardent sur Cap 10 Télévision que nous sommes ici en présence des deux élus du peuple de leur génération. On a M. Harissou qui est député jeune. On a également M. Arnold Messin qui est maire jeune. Vous allez donc comprendre le pourquoi on a choisi d'inviter ces jeunes qui sont des leaders de leur génération. C'est pour que l'actualité qui est au cours, c'est-à-dire du jour, soit bien étayée et que les jeunes profitent donc d'avoir les réactions de ces jeunes qui sont ici présents. Nous allons commencer avec l'agriculture et l'élevage, facteur de création d'emplois et de la croissance économique dans nos pays. Nous rappelons que le sommet des chefs d'État vient de s'achever et ils ont mis donc un accent particulier sur la croissance économique. Et quand on sait bien que l'économie de la sous-région CEMAC a été un peu bousculée par la pandémie du coronavirus qui n'a pas permis en fait une croissance estimée. Alors il faudrait donc maintenant l'agriculture vienne à la rescousse, il faudrait donc le soutien du pouvoir public. Dans quelle mesure, M. Harissou, pouvons-nous dire que l'agriculture et l'élevage constituent des facteurs de création d'emplois? Merci M. Bello. Et il faut noter que l'agriculture est le principal secteur économique du pays de la CEMAC, de l'Afrique. Quand on parle de la CEMAC, on fait allusion à 6 pays. Nous avons le Cameroun, nous avons le Tchad, nous avons la RCA, le Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo. Voici les 6 pays qui constituent la CEMAC. Et tout récemment, le président en exercice, son Excellence Paul Biya, a donc présidé le sommet extraordinaire où ils ont échangé avec ses homologues en vidéoconférence malgré la pandémie du Covid-19. Et nous savons bel et bien qu'aujourd'hui, l'agriculture et l'élevage est toujours au centre, au cœur du développement de l'Afrique centrale.
Et l'agriculture apporte son soutien en ce qui concerne le taux de pourcentage, on note plus de 50%. À chaque fois qu'on veut faire des conférences, des séminaires, on fait appel à l'agriculture. L'agriculture est incontournable. Mais le décollage de l'agriculture en Afrique centrale pose un petit problème. Il y a d'abord le problème des infrastructures. Parce que imaginez dans certaines localités, vous voulez faire... Surtout quand on parle de l'agriculture de seconde génération, il faut quand même des infrastructures et des outils modernes, réactualisés. Effectivement, parce que imaginez une personne qui se trouve dans certaines localités qui sont éloignées, après avoir cultivé ainsi de suite, avoir fait des récoltes, il a besoin de transporter pour venir vers la ville. Parce qu'il faut aussi noter qu'avec l'explosion démographique, avec la croissance de la population, on ne retrouve pas des espèces dans les villes pour faire de l'agriculture. On est obligé d'aller dans les pays, dans les villages reculés. Et maintenant, arrivé dans ces villages, il y a le problème des infrastructures, le problème de la route. Et ce n'est pas seulement la route, parce qu'on a aussi besoin de tous ces encadrements pour faire décoller l'agriculture. Imaginez par exemple, même le volet télécommunication, même le volet numérique, ainsi de suite. Il y a certains agriculteurs, maintenant avec la modernisation, beaucoup pratiquent l'élevage avec la lumière, l'électricité, ainsi de suite. Exactement. Et maintenant, si on n'a pas de l'énergie, c'est difficile qu'on essaie de décoller. Il faudrait donc des infrastructures dans tous les domaines. Oui, à chaque fois, on parle de l'industrialisation. Parce que pour mettre en place une industrie, on a besoin de mettre sur pied d'abord une agriculture très moderne. Une fois qu'on a un rendement, on peut mettre sur pied notre industrie qui va donc développer notre Afrique. Mais n'oublions pas aussi, il y a le problème de pandémie à Covid-19 qui est donc venu modifier le programme des uns et des autres. Nous sommes maintenant adaptés à fonctionner avec ces pandémies, mais malgré tous les efforts fournis par le bailleur de fonds, parce qu'il faut noter que l'Afrique centrale a besoin de ses partenaires pour faire rayonner son développement. D'où la présence de la directrice générale du FMI, de la Banque mondiale également. Effectivement, même aussi l'Organisation mondiale du commerce, parce qu'elle aussi elle joue un rôle primordial en ce qui concerne la modernisation, la valorisation et même le développement de l'Afrique et surtout aussi l'élevage. Merci beaucoup. Monsieur Arnold, vous êtes maire et vous êtes également impliqué dans ce domaine de l'agriculture qui est aujourd'hui au cœur des préoccupations de la jeunesse africaine et même de la jeunesse camerounaise. Alors que diriez-vous si on vous demande en quoi l'agriculture et l'élevage constituent donc des facteurs de création d'emplois? Vous savez, monsieur Bello, les peuples de la sous-région CEMAC sont des peuples historiquement agro-pastoraux. Nous sommes des peuples qui vivons de la cueillette, de la chasse, de la culture. Et la sous-région CEMAC, du fait de sa position géographique, jouit des potentialités énormes qui ne demandent qu'à être mises en œuvre pour le développement de l'agriculture. Dans quelle mesure, vous me demandez, mais je ne vous apprends rien. La CDC, Cameroun Development Corporation, c'est le premier employeur de l'État, c'est le premier employeur du pays après l'État, dans un passé qui n'est pas très lointain. Donc, effectivement, l'agriculture, n'est-ce pas, la pisciculture sont des facteurs qui boostent la croissance économique dans la sous-région. Et elle contribue également à la création d'emplois. À la création d'emplois au même moment. D'accord, exactement. Alors, monsieur Harissou, au regard donc de ce qu'on vient de dire, est-ce que vous avez quand même l'impression que les populations sont véritablement concernées, surtout la population jeune, sont concernées par l'agriculture, parce qu'on a l'impression que beaucoup de jeunes voudraient plus travailler dans l'administration. Comment convaincre donc ces jeunes-là de s'impliquer dans l'agriculture, puisque c'est un facteur qui permet également quand même la croissance? Oui, monsieur Bello, vous savez, et je me souviens bien, lors de son discours à la nation, le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui est le doyen en Afrique centrale, a bel et bien dit « la terre ne trahit jamais ». Il a invité les jeunes à s'investir dans l'agriculture parce que lui-même il s'est rendu compte que l'agriculture c'est la richesse. Prenez un exemple dans certaines localités, une fois que vous avez une superficie de 2 ou 3 carrés, vous cultivez le maïs ou bien l'arachide, ainsi de suite. Après 4 mois, 5 mois, 6 mois, vous aurez un rendement et vous pouvez donc bénéficier ainsi de suite pour multiplier aussi d'autres semences. Parce que quand vous cultivez le maïs,
à l'intérieur, au sein de votre champ, vous cultivez aussi le haricot. Donc, vous savez, vous faites un pas, mais en d'autres pas. Donc, c'est pour vous faire comprendre que il y a maintenant ce qu'on appelle la jeunesse s'active maintenant en ce qui concerne l'agriculture. Il y a aussi le volet entrepreneurial. Parce qu'il faut noter que dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle le ministère de l'agriculture. Et d'autres mélangent un peu l'agriculture avec l'élevage. Et au sein du Cameroun, nous avons un ministère en charge de l'agriculture, un ministère en charge de l'élevage, nous avons le ministère de la jeunesse qui encadre. Et maintenant, au sein du ministère de la jeunesse, nous avons plusieurs projets, programmes qui accompagnent les jeunes. Si je prends un exemple du côté du Cameroun en ce qui concerne le plan triennal jeune, et on booste, ils ont bien défini leurs critères, parce que vous ne pouvez pas monter un projet qui ne respecte pas les critères du plan triennal jeune. Il faudrait que ça cadre un peu avec ce qu'ils demandent. Par exemple, ils demandent en ce qui concerne l'agriculture et la nouvelle technologie, ainsi de suite. Maintenant, de manière générale, en Afrique centrale, maintenant, chaque pays a donc trouvé ses idées, de telle sorte que non, il faut exciter les jeunes à s'investir dans l'agriculture, parce que c'est ça qui paie aujourd'hui. Et si vous voyez, même ceux qui sont dans la fonction publique, ils font de l'agriculture. La majorité de tous ceux qui sont dans les secteurs publics, ainsi de suite, même les hommes d'affaires, ils font dans l'agriculture parce qu'ils se rendent compte que c'est l'outil, c'est une garantie spéciale, parce qu'une fois que vous investissez dans l'agriculture, même si c'est comment vous aurez un rendement. Mais certains vous font comprendre que quand vous partez au village, c'est difficile d'avoir les terres, c'est difficile d'avoir ceci. On a l'impression que c'est le travail seulement des bas peuples, des pauvres, qui n'ont pas vraiment grand-chose à faire. Non, vous savez, vous ne voulez pas dire que c'est le travail de bas peuples qui n'ont pas grand-chose à faire, parce que l'agriculture vise 2 points. Il y a d'abord ceux qui sont plus accentués en ce qui concerne la pauvreté, parce que imaginez dans certaines localités, il y a certains pays qui vivent que c'est l'agriculture. Pour eux, la fonction publique, pour eux, le commerce, non. Le matin, ils sortent, ils partent au champ. Dès qu'ils rentrent du champ, ils sont à la maison. Et le moment de récolte, tout pour eux, c'est de récolter, aller au marché pour vendre. Et l'État, dans tous les pays africains, ils mettent en place des mécanismes pour encadrer tout ceci. Et je vous ai parlé du bailleur de fonds. Il y a le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la BEAC, ainsi de suite. Et il y a aussi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, qui est toujours à côté de tout ce qui entreprend pour faire dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Et aujourd'hui, même au niveau du Cameroun, quand on essaie de voir, même dans les autres pays, en ce qui concerne le ministère achat de l'élevage, ils boostent plus en ce qui concerne le volet de la pisciculture, le volet de la suiculture, ainsi de suite. Donc, dans la pisciculture, on trouve plusieurs branches. Donc, je me souviens l'autre jour, lors d'une conférence de presse du président africain, au nom du président Ali Bongo Ondimba, il a toujours parlé de l'agriculture. Et quand vous partez maintenant au niveau du Gabon, même au niveau de la RCA, ces jeunes commencent maintenant à se réveiller pour dire que non, attention, on a quand même une pluie qui est favorable, la température est favorable à notre niveau. Ce qui est important maintenant, c'est de mettre tout en valeur pour booster l'agriculture. Et dès qu'on booste l'agriculture, on booste l'économie. Alors, parlant donc vous avez parlé de l'entrepreneuriat agricole. Est-ce que nous avons quand même assez de personnes qui forment les jeunes dans l'entrepreneuriat agricole au Cameroun, notamment? Effectivement, quand vous partez par exemple au sein du ministère de la Jeunesse, même au sein du ministère de l'Agriculture, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs programmes. Vous partez sur le site du ministère de l'Agriculture, à chaque fois il va vous informer des projets, des programmes qui sont loués dans le département ministériel. Et une fois que vous soumettez votre candidature, une fois que vous êtes sélectionné, on vous accompagne. Et il y a même une école qui forme dans l'agriculture au Cameroun, même les écoles publiques, tantôt aussi les écoles privées. Je prends par exemple au niveau du Cameroun, nous avons la FASA qui forme des ingénieurs, nous les techniciens en agriculture, en élevage, ainsi de suite. À Bingela également, on a l'école pratique de Bingela. Dit que dans chaque local, dans chaque région, maintenant vous allez trouver au moins soit une école publique, soit une école privée qui forme dans l'agriculture. Et après avoir vous formé, on vous donne l'opportunité de vous intégrer et de vous accompagner aussi. Parce que quand vous formez des jeunes, il faut aussi les accompagner. Parce que former des jeunes, elle est laissée comme ça, ça ne peut pas marcher. Après la formation, il faut l'accompagnement, il faut le suivi. D'où donc je reviens sur le plan triennal jeune, qui à chaque fois, il y a ce qu'on appelle la phase d'incubation. Une fois que vous venez avec le projet qui parle de l'agriculture, il faut la phase de maturation du projet. Une fois que votre projet est OK, il y a une commission qui est en charge de sélection des projets. Et là où maintenant, si ça ne va pas, on vous appelle pour vous dire que venez à tel endroit compléter votre dossier. Et une fois que ça arrive à la fin, on vous appelle et vous bénéficiez. Et il y a encore le suivi. Et en ce qui concerne l'entrepreneuriat jeune,
le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage accompagnent toujours les jeunes en ce qui concerne le volet agriculture, le volet élevage, pour booster l'économie de l'Afrique, pour booster l'économie de l'Afrique centrale. Merci beaucoup, honorable Harissou. Et nous allons également souhaiter la bienvenue à notre chef traditionnel, Sa Majesté Vendi André. Bonsoir, Sa Majesté. Bonsoir, M. Bolo. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Soyez la bienvenue à Camdis Télévision. Merci. Vous avez trouvé que nous sommes déjà en pleine émission. On a commencé avec le premier thème qui concerne l'agriculture et l'élevage comme facteur de croissance économique et même de la création d'emplois. Et puis, nous savons que les chefs traditionnels sont quand même au quotidien ceux-là qui encadrent les populations, que ce soit dans le volet agriculture, que ce soit dans le volet également élevage. Même dans la création d'emplois, les chefs traditionnels sont aujourd'hui des auxiliaires de l'administration. Alors, votre rôle semble crucial quand même dans ce domaine, Majesté. Oui, effectivement, parce que tout à l'heure, quand je suis entré, j'ai entendu Nora parler de l'entrepreneuriat jeune et vous parlez de l'agriculture également. C'est déjà, l'agriculture, c'est un secteur porteur, mais nous avons une difficulté au Cameroun. Vous savez, les jeunes peuvent bien se former. Ils peuvent bien monter les projets bon, pour s'auto-employer sur le terrain, mais il faut avoir la terre. Parce qu'on ne saurait, sauf si on va développer l'agriculture hors sol, tel que j'ai appris j'ai rencontré au Burkina Faso. Mais le cas spécifique du Cameroun, il faut avoir les terres. Et pour faire cette agriculture, il faut donc l'accès de la terre aux jeunes. Et nous avons donc deux problèmes majeurs. Les jeunes n'ont pas la possibilité d'avoir accès à la terre et les jeunes n'ont pas la chance d'immatriculer les terres par la mauvaise lecture des textes qui empêchent les jeunes aujourd'hui de faire des immatriculations. Parce que figurez-vous, si chaque jeune avait la possibilité de faire l'immatriculation de ses terres dans son village natal, étant donné que la réforme foncière du Cameroun permet à un jeune, même à sa naissance, d'être propriétaire coutumier, et si les jeunes avaient la possibilité donc de faire des immatriculations de leurs terres, ils auraient au moins eu l'accès à la terre et pour mieux faire l'agriculture. Or, aujourd'hui, les jeunes n'ont ni la possibilité d'immatriculer, ni la possibilité d'avoir accès à la terre. Parce que les gens de mon âge ou plus âgés que moi s'accaparent de toutes les terres agricoles dans les villages parce qu'ils savent très bien. Ils savent très bien. J'ai entendu, on aura parlé de programmes PA et jeunes. Moi, j'ai participé, j'ai pris part à beaucoup d'ateliers, beaucoup de conférences, où on s'est rendu compte que le problème primordial pour que les jeunes s'auto-emploient dans les villages, c'est l'accès à la terre. Et cette terre, c'est accaparé, les plus nantis, les personnes les plus nantis, les hauts responsables de ces pays s'accaparent de toutes les terres agricoles dans tous les villages. Aujourd'hui au Cameroun, on ne trouve plus un village où les terres ne sont pas achetées à vil prix à des centaines d'hectares. Tout simplement parce qu'ils savent que non seulement le gouvernement camerounais développe des projets où les jeunes doivent s'auto-employer, ils peuvent aller au niveau du village à partir des projets agricoles, mais également il y a l'organisation, le BUT. Je prends à témoin l'honorable. BUT a mis beaucoup d'argent pour le Cameroun. Et les gens qui ont su que cette organisation financière internationale a mis beaucoup d'argent à la disposition du gouvernement camerounais pour employer les jeunes, se sont rués dans les villages pour s'accaparer des terres au point où les jeunes aujourd'hui ne peuvent pas avoir accès à la terre. Alors, tout simplement, ce sont les enfants de ceux qui se sont accaparés des terres qui vont bénéficier de ces projets et qui vont s'auto-employer et qui vont utiliser ces terres au détriment des natifs et des autres couches camerounaises. Alors, Majesté, est-ce que vous convenez quand même avec l'honorable, comme il vient de dire, que l'agriculture et l'élevage constituent des facteurs de création d'emplois, puisque dans 20 minutes, nous allons entrer de plein pied dans le second sujet qui est agriculteur et le foncier, pour revenir de manière spécifique dans le secteur foncier. Est-ce que les deux quand même constituent en fait un facteur de création d'emplois? Je suis d'accord avec Honorable. Le secteur agricole est un secteur porteur, pas seulement au Cameroun, ailleurs, partout dans le monde. Moi, je vis avec le monde agricole européen. Je ne me cache pas. J'ai beaucoup de partenaires. Quand je vais en Suisse, en France, je vis beaucoup plus dans les exploitations agricoles. Parce que je suis ami à ceux-là. Je suis passé par l'Institut agricole de Fribourg pour un recyclage et une remise à niveau. Mais je dis pas seulement au Cameroun.
si on donne la possibilité aux jeunes de faire de l'agriculture et d'avoir accès à la terre, je vous dis en toute honnêteté, le chômage va baisser au Cameroun. Alors, ce que vous vivez, hein, l'expérience que vous avez en Europe et quand vous partez au-delà de nos frontières, et puis l'agriculture qu'on pratique au Cameroun, est-ce que c'est similaire, c'est presque similaire, ou bien il y a quand même de divergences? Pour le moment, il y a encore beaucoup de divergences parce que nous n'avons pas les mêmes conditions. Non seulement on n'a pas les mêmes conditions climatiques, nous n'avons pas le même relief. Vous voyez, le secteur agricole en Europe, les terres et même pas aussi les mêmes infrastructures, certainement. Voilà, les mêmes infrastructures. Et les terres ont été travaillées depuis, parce que vous pouvez, il y a des zones où passant en Europe, vous pouvez faire 10, 3, 4, 5, 10 km, vous ne voyez pas les arbres, les terres ont été labourées et l'agriculture est plus facile. Mais ici, nous avons des forêts, il faut défricher la forêt, il faut abattre les arbres, il faut dessoucher. C'est déjà un problème. Bon. Et de l'autre côté, je dis bien, l'agriculture et l'élevage, c'est des secteurs porteurs qui peuvent sortir la jeunesse camerounaise de l'état de précarité avancée. Merci beaucoup. Et que ce soit pas seulement les jeunes, même les gens de notre âge, ils peuvent trouver leur compte dans l'agriculture et l'élevage. Parce que l'honorable vient de rappeler que même les fonctionnaires également pratiquent l'agriculture. Bien sûr, mais on a une seule différence, c'est que beaucoup d'entre nous pratiquent encore de l'agriculture archaïque, dans l'agriculture traditionnelle, mais il y a de nouvelles techniques aujourd'hui qui sont développées et dont les formations, on doit continuer à faire des formations dans tous les centres ou des écoles de formation au Cameroun. Et d'autant plus qu'il y a des nouvelles techniques culturelles d'élevage aujourd'hui qui peuvent permettre aujourd'hui aux Camerounais de mieux s'imprégner. Je prends le cas de l'agriculture hors sol. Moi, j'étais au Burkina Faso, j'ai vu des gens qui font l'agriculture hors sol. Comment ça se pratique? Et en fait, ce n'est pas sur une plateau de télévision que je vais dévoiler tout le secret, mais je dis ceci, quelqu'un qui fait l'agriculture hors sol, et vous qui faites l'agriculture traditionnelle que nous pratiquons ici, quand vous plantez pour 1 hectare et plantez pour 1000 mètres carrés, il a plus de production que vous. C'est formidable. C'est formidable. C'est des choses qu'il faut apprendre maintenant aux jeunes Camerounais. Même celui qui n'a pas la terre, il peut aller dans un village, même ne serait-ce que sur les emprises, si les emprises des routes là ne sont pas occupées, les jeunes peuvent faire de l'agriculture là-dessus, demander l'OVBT dans les mairies et faire de l'agriculture hors sol et s'en sortir. Mais c'est la vulgarisation de cette technique. Et de deux, la facilité aux jeunes d'accéder à ces terres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est fondamental. Merci, Majesté. Alors, Arnold Messin, vous êtes maire junior. Et Honorable Harris parlait tout à l'heure de l'encadrement des jeunes dans ce secteur agricole. Vous, en tant qu'élu du peuple, de votre génération, alors, dites-nous comment est-ce que vous parvenez quand même à encadrer les jeunes? Quelles sont les structures que vous recommandez aux jeunes? Est-ce que les jeunes sont suffisamment, en fait, informés sur les différents structures qui existent, qui accompagnent également les jeunes? Les jeunes ne sont pas suffisamment informés, mais ils sont informés. Vous savez, l'encadrement de la jeunesse se situe par niveau. Et pour encadrer une jeunesse, beaucoup plus une jeunesse rurale, cela n'est pas souvent beaucoup évident du fait de l'information qui peine souvent à circuler. Vous savez que la jeunesse rurale n'a pas tellement accès aux nouvelles technologies. Donc, par conséquent, ce sont des méthodes traditionnelles d'information qui sont encore utilisées. Mais ce que nous faisons à notre niveau, c'est le redéploiement des jeunes. C'est-à-dire, d'une part, appuyer déjà les micro-projets agro-pastoraux. Vous allez voir des jeunes avec des lacs, par exemple. Là, il s'agit de la pisciculture, ou alors avec des champs, des micro-champs. Donc, il faut les apporter. Nous leur apportons des connaissances. Nous leur apportons des appuis matériels. Nous leur apportons des conseils. Oui, ça c'est ce qui est de notre niveau. Et nous les orientons également vers les projets et programmes du ministère de la Jeunesse. Parce qu'ils ne sont pas toujours à la pointe de l'information. Donc, notre travail, justement, c'est d'être aux aguets de la bonne information et de la soumettre à leur portée. Merci.
Alors, honorable Harris, vous êtes député jeune à l'Assemblée nationale. Dites-nous, est-ce que vous avez souvent l'occasion de travailler avec les autorités administratives de notre pays pour pouvoir souvent poser des doléances qui concernent l'appui des jeunes, que ce soit dans le secteur agricole, que ce soit dans l'élevage? Est-ce qu'il y a l'accès, est-ce qu'il y a communication entre les députés jeunes et les autorités administratives? Oui, Monsieur Bello, lors de la session parlementaire qui s'est tenue en février, et lors de la séance plénière, nous avons échangé avec le membre du gouvernement, où à la fin nous avons fait des recommandations, plus de 15 recommandations. Et l'une des recommandations, il y a d'abord l'accompagnement de la jeunesse et aussi la réduction du coût en ce qui concerne le prix de la formation dans les centres de formation professionnelle. Parce qu'on s'est rendu compte que d'abord, il faut d'abord former ces jeunes. Et maintenant, en ce qui concerne la formation, il y a les écoles publiques, il y a aussi les privés. Et maintenant, dans les privés, il faut débourser certaines sommes. Et il y a certains qui n'ont pas de moyens. Nous, on a donc fait ces plaidoyers au sein du gouvernement. Et si c'est possible, si c'est possible de faire un petit rabais pour permettre aux jeunes de faire une formation décente. Et après la formation, il faut les accompagner. Parce que là aussi, c'est le véritable problème. Une fois que vous êtes formé, il faut qu'on vous accompagne. Et pour qu'on vous accompagne, il faut monter un bon projet. Parce qu'il faut noter que le gouvernement ne doit pas marcher maison par maison ou bien vous appeler au téléphone pour vous dire que non, venez, il y a tel projet là, tel ceci. À chaque fois, ils font des communiqués, ils font des appels. Et nous, à notre niveau, on est comme un relais. C'est-à-dire, on prend des informations pour transmettre à la jeunesse, pour les faire comprendre que voici par exemple tel opportunité pour vous. Et aussi, lors de la session parlementaire, on a aussi plaidé au sein, en ce qui concerne les membres du gouvernement, si c'est possible aussi d'échanger avec eux. Nous avons plusieurs forats en ce qui concerne les ministères. Par exemple, il y a les ministères, je ne vais pas trop citer ici, on travaille en parfaite collaboration. S'il y a des communiqués, ils nous informent et nous aussi, on partage avec la jeunesse. Alors, est-ce que vous avez l'impression que vos doléances arrivent vraiment à trouver satisfaction? Est-ce qu'il y a de retours positifs quand vous soumettez des doléances? Effectivement, M. Bello, oui, les retours sont positifs, mais il y a des retours progressifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Je prends par exemple le volet agriculture parce que même parmi ces jeunes, vous allez voir certains qui sont formés, mais ils attendent le financement. Il y a certaines personnes aussi qui ont le financement, mais il faut aussi les accompagner, les encadrer. Parce que si on les laisse comme ça, ils vont essayer de partir et maintenant à la fin, on n'a pas un résultat. Et le problème qui se pose maintenant, il y a aussi de manière générale, je parle de l'Afrique centrale, il y a le problème des conflits, le problème des guerres, parce qu'il faut noter que dans un pays, il y a des conflits, c'est difficile. Et si c'est difficile de faciliter l'accès à l'agriculture. Si vous... On se rappelle même à l'extrême nord avec le problème de Boko Haram, il y a beaucoup, c'est-à-dire pendant une période relativement longue, que les populations ne parviennent plus à pratiquer l'agriculture à cause de effectivement, et il y a même pas ces personnes, oh la loi qui veut même détruire le champ. Parce qu'il faut aussi noter, imaginez par exemple, vous êtes jeune, vous avez eu un parcellaire, vous montez votre projet, ainsi de suite, vous avez reçu des financements, vous partez sur le terrain, après on fait comprendre que les hors-la-loi sont passés, ils ont tout détruit. Donc vous voyez, c'est très compliqué, même ceux qui font dans l'élevage aujourd'hui, vous attendez souvent, par exemple, on vole des bœufs, ainsi de suite, c'est très difficile, mais l'insécurité nous plombe dans tous ces problèmes, parce que non, c'est pas seulement au Cameroun, même du côté de la RCA, du côté du Tchad, on a le problème d'insécurité. Mais si on parvient à stabiliser tous ces problèmes, je pense qu'ensemble, on va donc redynamiser pour rehausser l'image de la jeunesse qui veut toujours s'investir dans l'agriculture et le gouvernement qui est toujours le patron direct, qui est notre partenaire, qui nous accompagne, qui fait toujours à la jeunesse. À chaque fois, s'il y a une nécessité, il vient en aide. Et nous, les jeunes aussi, on doit être conscients de telle sorte que quand vous partez, vous bénéficiez d'un projet, il ne faut pas aller dormir chez vous. Il faut qu'on se regroupe. Vous voyez, à chaque fois, si on lance des projets, on demande à toute la jeunesse de se regrouper, soit en GIE, soit en association, de ne pas faire le projet individuel. Le projet doit être bénéfique à tout le monde. Et il faut que chacun essaie de mettre sur pied, de mettre la main pour avancer, pour que le projet arrive à se réaliser. Le gouvernement appelle toujours à la jeunesse d'être très conscient et il y a toujours le problème de la citoyenneté. Parce que si nous sommes des vrais citoyens, dans tous nos activités, dans tous nos secteurs, on va avancer
pour faire décoller l'Afrique et pour faire décoller notre Cameroun. Merci beaucoup. Alors, nous allons bientôt sortir quand même de ce sujet. Nous allons donner la parole à Sa Majesté qui va certainement donner un message à l'endroit de ces jeunes qui sont des acteurs, que ce soit de l'agriculture ou de l'élevage. Également un message à l'endroit des pouvoirs publics pour l'accompagnement des jeunes. Majesté, avant de passer au second sujet qui est l'agriculture et le foncier. Je vous remercie, M. Bello. Je voudrais d'abord, moi je ne veux pas commencer par les jeunes, je veux commencer par les pouvoirs publics. J'aimerais que les pouvoirs publics continuent à sensibiliser la jeunesse camerounaise. Parce que, vous savez, il n'y a pas seulement les pouvoirs publics, pas seulement le gouvernement qui va tout faire dans notre pays. Il y a la société civile, il y a des organisations, des rassemblements des jeunes, des rassemblements des populations qui peuvent également mieux travailler et s'auto-employer. Parce que si on attend tout de l'État, l'État du Cameroun, je pense, a les moyens, mais n'a pas assez de moyens pour subvenir aux besoins de tout le monde. Il y a ce premier point. Et le second point, quand on peut parler des jeunes, vous savez, la jeunesse, comme le disait aussi bien, que ce soit l'ancien chef d'État, que ce soit celui qui est actuellement au pouvoir, que la jeunesse c'est le fer de lance de notre nation. Que les jeunes arrêtent de se plaindre, que les jeunes s'organisent et que les jeunes sachent que ce n'est pas seulement les pouvoirs publics qui vont recruter tout le monde ou bien qui vont financer les projets agricoles que nous aurons au Cameroun. Il y a les banques, il y a les personnes de bonne volonté également qui peuvent amener les jeunes dans les villages à les rassembler pour leur donner une feuille de route pour pouvoir se développer. Exactement. L'État ne peut pas tout faire. Et maintenant, les jeunes également doivent prendre conscience. Il faut une prise de conscience collective. Cette prise de conscience collective qui va interpeller les jeunes, et les jeunes doivent donc comprendre que au lieu de rentrer dans les déviances, il faille bien qu'ils travaillent et qu'ils développent leur pays. Et je vais vous prendre un exemple. Ce n'est pas dans sa vieillesse, à mon âge, qu'on va travailler pour son avenir, pour sa retraite. C'est quand on est jeune, dans ses débuts, qu'on commence à préparer sa retraite. Parce que si on rate le cap, quand on a dépassé plus de 50 ans, il faut qu'on aille en retraite, c'est la souffrance qui commence. Or, si dans ces 25-30 ans, on a bien travaillé, on a commencé à préparer sa retraite, on aura moins de problèmes pendant cette retraite. Et la meilleure façon d'assurer cette retraite, c'est d'être autonome. Parce que vous savez, même dans l'administration, dans la fonction publique, quelle que soit la situation, vous allez prendre la retraite et vous n'aurez plus le même salaire. Exactement. Vous aurez une pension retraite. Et cette pension retraite ne va représenter que peut-être 5 ou 10 ou 15 ou 20%, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas fonctionnaire. Mais si vous avez commencé par poser les jalons dans votre jeunesse, vous allez comprendre qu'à la vieillesse, vous aurez les moyens adéquats qui vont vous permettre de vous soigner, de subvenir à vos besoins, d'encadrer votre famille, les enfants, peut-être les petits-enfants. Donc, et moi, je dis donc, nous qui sommes adultes, parents, grands-parents, donnons la possibilité aux jeunes. Donnons la possibilité aux jeunes. Créons d'abord un dialogue générationnel qui va nous permettre de causer et de dialoguer avec nos enfants, nos petits-enfants. De mieux les encadrer. Afin de mieux comprendre d'abord leurs problèmes, de mieux encadrer cette jeunesse et en retour que la jeunesse soit consciente. Parce que vous savez, si on ne peut pas développer toutes ces approches, nous pouvons venir sur les plateaux de télévision, raconter tout ce que nous voulons de jour comme de nuit. Tant que ça ne change pas, il n'y aura pas d'évolution. Et le meilleur changement aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous se sont accaparés des terres que les jeunes peuvent pratiquer l'agriculture dans les villages à hauteur de centaines d'hectares, de milliers d'hectares. Libérons ces terres pour que les jeunes fassent leurs projets, qu'on forme les jeunes, Merci, que les Majesté. jeunes s'installent dans les villages. Merci. Alors, Arnold, un dernier mot. Quel est le conseil que vous allez donner à la jeunesse? Bon, peut-être je vais commencer au niveau des pouvoirs publics. Je vais lancer un appel ici pour demander aux pouvoirs publics de remettre les jeunes en confiance. Remettre les jeunes en confiance, c'est-à-dire commencer déjà par décentraliser les ressources qui sont mises à la disposition de la jeunesse. Parce que les pouvoirs publics ont suffisamment fait concernant par exemple le plan quinquennal spécial jeune,
C'est un montant colossal, 180 milliards, qui a été mis à la disposition des jeunes. Mais cet argent n'a pas pu circuler effectivement jusqu'aux basses sphères de la jeunesse. Mais la décentralisation est quand même effective et dans une vitesse de croisière actuellement. Oui, nous sommes la preuve même du processus de décentralisation. Je parle de la décentralisation des financements, des finances. Voilà. Parce que lorsque les finances sont décentralisées, nous sommes rassurés que toute la jeunesse, bon pas toute, mais la grande partie au moins, va en bénéficier. Donc c'est un appel que je lance à l'endroit du gouvernement, la décentralisation des ressources mises à la disposition de la jeunesse. Et puis concernant les jeunes doivent être solidaires. La solidarité, j'en appelle vraiment à la solidarité. Les jeunes aujourd'hui... Il faut créer des coopératives, des GIC. Oui, c'est déjà en création. D'autres sont même déjà en fonctionnement, fonctionnent déjà. Mais il y a un manque de solidarité, même au sein de ces groupes. Il y a un manque de solidarité qui est vraiment criard. Les jeunes doivent être solidaires. Et puis ne pas toujours tendre la main vis-à-vis de l'État, ne pas toujours attendre que l'État résolve nos problèmes. La solidarité peut nous amener très loin. Voilà, merci beaucoup M. Arnold. Nous allons donc passer à la deuxième thématique qui est l'agriculture et le foncier. Quel avenir? Et je veux donc donner la parole à Sa Majesté qui est aussi un expert dans le domaine du foncier, également qui est un chef traditionnel. Et nous savons que les chefs traditionnels ont un rôle à jouer dans le processus de réconciliation quand il y a des litiges entre un agriculteur et un foncier. Alors, Majesté, c'est quand même une préoccupation quotidienne que vous êtes en train de se battre au quotidien pour concilier ce problème. Ok, je vous remercie. Je voudrais prendre à bras le corps ce problème, mais sur deux volets. Je veux, parce que je dis que je veux le prendre sur deux volets, parce que je fus chef à l'ancien système de parti unique, du monétisme politique. Je suis également chef à l'ère de la démocratie et du multipartisme, des libertés. Donc alors, vous comprenez bien quand même les enjeux de cette... Voilà. Les enjeux, vous savez, pour que l'agriculture réussisse au Cameroun aujourd'hui, pour qu'on ait des acteurs agricoles qui vont descendre sur le terrain et qui vont nous produire une agriculture adéquate, capable d'approvisionner le marché camerounais et le marché de la sous-région, il faut qu'on ait une grande qualité de chefs traditionnels qui rendent des décisions justes quand les gens ont des litiges fonciers au sein des villages. Parce que les litiges fonciers également constituent un frein pour l'agriculture dans nos communautés. Vous avez dit, lorsqu'un jeune rentre au village, il n'a pas pu trouver de travail en ville, il défriche un champ. Quand un litige foncier éclate, terminé, c'est les arrêts de travaux, c'est la substitution, c'est la peur, et le jeune ne peut plus travailler sur ce terrain avec beaucoup d'aisance. C'est l'intimidation. C'est l'intimidation. Tout simplement parce que il y a certains d'entre nous, chefs, qui ne maîtrisons ni les dispositions du régime foncier de manière, ni les dispositions de la loi concernant les successions. Alors, vous allez comprendre que à l'époque du parti unique, c'était, je peux appeler ça la dictature, où tout le monde était appelé à respecter l'autorité de l'État, à respecter la loi. Aujourd'hui, avec la démocratie et la liberté d'expression, aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut. On se dit tout est permis. Nous rentrons dans un libertinage qui veut que il est difficile de rencontrer, d'aller dans des circonscriptions où les litiges fonciers ont pris un terme. C'est-à-dire, quand un litige foncier commence, qu'on le règle et puis que ça finisse jusque-là. C'est toujours les recours, les avocats, les agents des services publics qui interviennent, qui montent, qui descendent. Alors maintenant, nous devons également comprendre que pour en arriver là, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il faut former les chefs traditionnels. Je le dis chaque fois que nous sommes sur ce plateau, il faut former les chefs traditionnels. Vous vous imaginez un chef traditionnel qui ne maîtrise pas les rouages, ne serait-ce que les 40 articles du décret qui
érigé sa fonction, qui a organisé sa fonction de chef traditionnel. Quel résultat vous attendez de celui-là? Un chef traditionnel dont les services des domaines des affaires foncières ont abandonné les chefs traditionnels aux mains des sous-préfets. Ils ne font aucune réunion, aucune sensibilisation au niveau des villages pour expliquer les dispositions du régime foncier et de manière aux chefs traditionnels honorables. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Quelqu'un qui ne maîtrise pas les lois et règlements de son pays, quel est le résultat que vous attendez de cela? Et les sous-préfets également, les administrateurs aujourd'hui, qui n'ont plus la possibilité de convoquer les chefs de village et faire des remises à niveau. Vous voyez, quelqu'un est désigné chef aujourd'hui, qui passe 10-15 ans, n'a jamais rencontré le texte même qui régit sa fonction. Il y a également ce point. Un autre point, la désignation des chefs traditionnels. Aujourd'hui, c'est les plus nantis qui sont désignés, qui arrachent les chefferies, parce que dans cette lignée, il n'y a personne qui soit capable de donner à manger, à boire à tout le monde tous les jours. Or, oubliant que la fonction de chef est une fonction régalienne. Ceux qui n'ont même pas la maîtrise de la tradition. Écoutez, la chefferie, c'est quoi? Le chef qui rentre dans cette lignée doit composer avec son conseil de notables qui deviennent ses bras séculiers pour l'aider à gérer le village. Bon, maintenant, quand vous prenez quelqu'un qui n'est ni né dans un village ou dans un groupement, ni vécu dans ce groupement ou dans ces villages, vous le placez chef parce qu'il est mieux nanti. Vous vous attendez à quel résultat? Il ne maîtrise ni les composantes familiales de son unité administrative, ni les limites des terres, ni les us de coutume. Vous croyez qu'on ira où? Essayez un peu de dépoussiérer le fichier des chefs traditionnels. Vous allez comprendre que si on a dans la région, moi je parle de la région du centre, si on a 1000 chefs dans la région du centre, vous allez vous retrouver avec 600 qui n'appartiennent à aucune lignée, qui n'ont jamais... Et le chef traditionnel est celui qui a été initié parce qu'il est né dans la chefferie, il grandit dans la chefferie, il voit son père faire avec le conseil de notables, il s'habitue, il apprend, il s'adapte. Or, quelqu'un qui atteint 50 ans, 60 ans, qu'on vient désigner chef dans un village, il n'a jamais passé un mois de sa vie, des 60 ans. Qu'est-ce qu'il va maîtriser de ce village? Qu'on soit réaliste. Alors, merci Majesté, c'est déjà compris. Alors, Honorable Harris, vous avez suivi Sa Majesté André Ndi, ce qu'il a fait quand même comme analyse dans ce secteur. Alors, on a l'impression que ce secteur où les chefs traditionnels jouent un rôle prépondérant, c'est-à-dire dans la conciliation des problèmes entre les agriculteurs et même les fonciers, c'est un secteur qui nécessite d'être quand même normalisé parce qu'il y a beaucoup de problèmes tels que Sa Majesté vient de relever. Oui, monsieur Bello, il faut noter que à chaque fois, le problème foncier devient très très récurrent parce que imaginez, en ce qui concerne comment doit-on résoudre ce problème, c'est d'abord très difficile. De telle sorte que, je prends un exemple, vous arrivez dans 2 ou 3 arrondissements, vous rencontrez le problème foncier, une fois qu'on change le sous-préfet, quand un autre sous-préfet arrive, il revient sur le dossier. Donc à chaque fois, le problème devient récurrent, ainsi de suite. Et ça veut dire que ça revient donc à ce que Sa Majesté dit que le problème n'est jamais résolu de manière définitive. Effectivement, mais aussi, M. Bello, les chefs traditionnels aussi doivent jouer leur rôle. Quand on parle de la chefferie traditionnelle, il y a la tradition. Parce que si par exemple vous êtes chef de telle localité, ça veut dire que vous maîtrisez la superficie de votre village. Même si on vous appelle à 1 heure, on vous demande de donner la superficie de tel endroit à tel endroit, vous êtes capable de faire. Parce que vous êtes l'auxiliaire de l'administration. Ça veut dire quoi? Vous travaillez en parfaite collaboration avec l'administration. Ça reste donc à savoir, est-ce qu'il y a une collaboration entre le sous-préfet et le chef de terre? Oui. Le sous-préfet et le chef traditionnel. Oui, il y a une parfaite collaboration. C'est vrai, il faut noter qu'à chaque fois, s'il faut faire une descente sur le terrain, le sous-préfet informe toujours les chefs traditionnels, ainsi de suite, pour résoudre le problème. Et il faudrait que aussi nous, les citoyens lambda, on doit être honnêtes. Parce que, imaginez maintenant, une fois que vous avez le moyen, vous provoquez les uns et les autres parce que vous savez que non, à tel endroit, on va vous soutenir. Mais vous oubliez aussi que non, c'est votre village. Parce que si on veut développer un village, il faut l'agriculture. Et maintenant, ceux qui sont au niveau du village, leur travail, ce n'est que de l'agriculture. Quand quelqu'un est né dans tel endroit, il a fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, ses arrière-parents, ses parents ont fait
plusieurs années. Et quand vous venez hier, pour lui faire comprendre que à tel endroit, il faut vous lever, le terme m'appartient, ainsi de suite, c'est ça le véritable problème. Mais une fois maintenant, les chefs traditionnels prennent les responsabilités. Parce que au sein de la chefferie traditionnelle, il y a ce qu'on appelle le conseil des notables. À chaque fois, si le chef traditionnel veut prendre une décision, je vous parle sous contrôle parce que je maîtrise bien la chefferie traditionnelle, je fais partie de la famille de la chefferie traditionnelle. Et à chaque fois, si le chef veut prendre une décision, il se réfère au conseil des notables. S'il y a une décision qu'il faut prendre, il appelle le conseil des notables. Voici tel endroit que chacun appose son idée. Et le conseil des notables, c'est des patriarches de personnes qui maîtrisent bien l'historique, qui maîtrisent bien les familles de tout chacun. Et une fois qu'on rend une décision, et il faut noter que quand le chef traditionnel prend une décision, c'est toujours la bonne décision, mais les uns et les autres vont contourner pour aller voir soit le sous-préfet, soit le préfet, soit le gouverneur pour intervenir. Et maintenant, ça met maintenant à mal les difficultés entre la population lambda et les chefs traditionnels. Maintenant, il y a aussi l'intervention, de telle sorte que, imaginez par exemple, si vous n'avez pas de moyens et vous portez plainte, ça ne peut pas aboutir, vous vous rendez compte qu'à chaque fois le dossier traîne, vous faites 3 ans, 4 ans, 5 ans, le problème est toujours en justice, on n'a pas rendu public, et on n'a pas rendu public, on n'a pas donné le résultat de l'enquête, et ainsi de suite. Vous êtes là, vous voulez que de l'agriculture, vous allez faire comment? Donc je pense qu'à ce niveau, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Nous les citoyens lambda, on doit être honnêtes parce qu'il y a aussi la malhonnêteté qu'on joue à l'intérieur. Vous ne pouvez pas vous lever un jour pour dire que cette terre m'appartient. Or, ce n'est pas votre terre. Et dans certaines localités, une fois que vous jouez avec la terre, il y a la tradition. Il y a la tradition qui va agir. Même si et ça vous rattrape. Ça va vous rattraper. Je vais vous raconter une petite histoire dans certaines localités où le problème récurrent est arrivé. Il y a toujours le problème en justice au sein de la chefferie traditionnelle. On a laissé ces personnes aller faire de l'agriculture, mais ils se rendent qu'à chaque fois, ils ne voient pas de récolte. Il met le moyen en jeu, le moment de récolte, il ne voit rien. Il était obligé d'aller demander pardon pour dire que pardon, je ne répète plus, je recule, je mets des pas en arrière. Il a demandé les excuses et l'année prochaine, il a commencé à faire l'agriculture et il a eu un très bon rendement. Ça veut dire qu'il est pardonné. Il est pardonné, donc il faut qu'on respecte la tradition. Et le problème foncier, c'est un problème qui est récurrent. Et alors, qu'en est-il? Il y a certains chefs traditionnels aussi, quand même, qu'il faut le dire. Ce n'est pas tous les chefs traditionnels qui maîtrisent les règlements, les rois de la chefferie traditionnelle. Il y a aussi les chefs traditionnels qui mettent, certains chefs traditionnels qui mettent leur intérêt personnel, parce qu'il y a des chefs traditionnels qui vendent un seul terrain à 3 personnes. Ça, c'est une histoire très récente, là, quelque part, sans citer la localité. C'est aussi un problème, quand même, qu'il faut relever. Oui, monsieur Bello, vous savez, dans chaque société, on rencontre ce genre de problème. Au Cameroun, de partout en Afrique, c'est un problème qui revient toujours. Et j'ai toujours ici parlé de la responsabilité des chefs traditionnels. Si vous êtes chef traditionnel, vous devez être neutre. C'est comme vous êtes juge. Vous ne pouvez pas être à même moment. Vous êtes chef traditionnel, vous avez une partie prise. Et même si vous avez une partie prise, il faudrait que la personne ait quand même raison. Parce que si vous ne rendez pas la justice selon la tradition, parce que c'est un chef traditionnel. Et il y a certains chefs traditionnels qui sont sages. Si tel problème arrive à leur niveau, ils ne parviennent pas à donner le verdict. Ils partent voir monsieur le sous-préfet pour soumettre ces problèmes. Parce qu'on dit souvent au village, dès que vous êtes sous-préfet, vous êtes chef de terre. On les appelle chefs de terre. Donc, on les soumet le problème. Honorable, sans vous interrompre, oui, il chute, chutez d'abord, chutez, honorable, vous chutez. Non, je donne la parole à Samuel. Ok. Il faut savoir faire la différence entre les chefs traditionnels et les chefs administratifs. Faisons cette différence. Commençons par interpeller le pouvoir public pour dire qu'au Cameroun, il y a une catégorie de chefs traditionnels et une catégorie de chefs administratifs. Le chef traditionnel, c'est celui qui maîtrise son village, qui maîtrise son groupement, qui connaît toutes les composantes familiales, qui connaît les superficies de son village, qui connaît les us et coutumes. Mais il y a les chefs administratifs qui vont dans les préfectures, sous-préfectures, qui achètent les chefferies, qui viennent s'asseoir, qui ne maîtrisent rien au village. Mais ils se disent quand même chefs traditionnels aussi. Ils ne sont pas chefs traditionnels. Il faut qu'on soit réaliste. Faisons la différence entre les chefs administratifs et les chefs traditionnels. Parce que quand on va faire cette différence, vous allez comprendre que partout où c'est l'administration ou la force de la corruption a installé un chef, il y a trop de problèmes dans ces situations. Mais Majesté, ça c'est dans le fait, dans le papier, ils ont le même papier, que les autres chefs traditionnels. C'est justement pour ça qu'il y a pour le taux de litige au Cameroun, le taux de litige foncier au Cameroun, parce que tout est masqué. Il faut savoir dire la vérité. Prenons la mesure de la chose et armons-nous d'un peu de courage pour dire les vérités.
je vous pose la question. Excusez-moi, je ne suis pas tribaliste. Je vais essayer de diviser le Cameroun en 3 grands blocs. Le bloc de l'Ouest, le bloc du Grand Nord et le bloc du Sud. Est-ce que vous avez déjà vu une seule chefferie au Nord qui est délocalisée? C'est-à-dire, là on a créé la chefferie, 10 ans après, ou 20 ans, 50 ans après, on a délocalisé cette chefferie pour aller ailleurs. Non. Vous avez déjà vu ça à l'Ouest? Non. Pourquoi les chefs traditionnels, les chefferies traditionnelles sont délocalisés dans la région du centre? Vous arrivez ici aujourd'hui pour trouver la chefferie traditionnelle. Dès lors que le chef meurt, l'année prochaine, quand on vient désigner un autre chef, vous retrouvez la chefferie Dans une autre famille. Dans une autre famille, dans une autre localité. Vous trouvez que c'est normal? Or, là où on déploie la chefferie, ceux-là n'ont pas d'archives, ils n'ont jamais été formés, ils n'ont jamais été initiés, ils ne maîtrisent rien de la chefferie. Et allons-y doucement. Je prends le cas, faites la ronde de toutes les chefferies ici. Si vous recensez 100 chefferies, vous allez comprendre que vous allez vous retrouver avec 60 chefferies qui n'ont pas d'archives. Il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ils n'ont pas d'archives. Or, c'est une continuité. Ça veut dire que quand on a réglé un litige aujourd'hui, même 50 ans après, on devrait retrouver les traces qu'on avait réglé ce litige. On ne retrouve pas pourquoi. C'est justement pour ça que Honorable dit tout à l'heure que dès qu'un sous-préfet est muté ailleurs, c'est lui qui vient qu'on installe les mêmes problèmes que son prédécesseur a réglés et refont surface, parce que les gens savent très bien que parfois, quand celui qui était là, quand il part, le chef est décédé, quand celui qui revient va installer un autre chef dans une autre localité, ceci commence les problèmes et s'érige en bourreau pour régler les comptes des autres. Exactement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, Arnold, réaction également sur cette problématique de la chefferie, de titres fonciers, de l'agriculture. Vous avez suivi quand même Sa Majesté, vous avez suivi l'honorable Arissou qui a dit qu'il y a vraiment un problème de responsabilité des chefs traditionnels. Et à votre niveau? À notre niveau, nous croyons que la chefferie traditionnelle est d'abord une institution. La chefferie traditionnelle, je vais le répéter, est une institution. À ce titre, elle a droit à un organigramme, c'est-à-dire elle obéit à une certaine organisation. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas le fait du hasard, on ne devient pas chef du jour au lendemain. Donc, et puis je crois aujourd'hui qu'avec l'arrivée de l'État, parce que l'État arrive après, lorsque l'État arrive, elle trouve la chefferie qui est déjà là. La responsabilité aujourd'hui se situe au niveau de l'État. Parce que les chefferies de 3e degré, 2e degré, 1er degré, je crois qu'ils sont successivement désignés par le sous-préfet, le préfet, le gouverneur. Donc l'État doit s'assurer si vraiment ces chefs traditionnels, avant de les introniser, s'ils sont légitimes. Et l'État doit s'assurer auprès de la population. Pas auprès... C'est vrai que le conseil des notables est là pour représenter la population, mais avec la pauvreté, vous connaissez comment ça se passe souvent, la corruption, le conseil des notables valide un individu qu'il ne devrait pas valider. Donc je crois... Bon, moi je vais recommander aux sous-préfets, aux administrateurs en général, de convoquer la population. Et puis le verdict sort. S'il est le chef, s'il n'est pas le chef, et puis ce problème sera tranché. Vous savez, le linge sale se lave en famille, surtout au niveau des chefferies de 3e degré. Également parce qu'il faut le dire que tant que les problèmes persistent, même les agriculteurs souffrent parce qu'à chaque fois, on va vous dire que du jour au lendemain, il ne faut plus exploiter telle terre parce qu'il y a tel qui a revendiqué. Désormais, ça fait partie... Bien sûr, c'est ce que Sa Majesté relayait tout à l'heure, qu'un individu qui n'a même pas fait un mois dans son village et puis du jour au lendemain se retrouve chef traditionnel, mais qui ne connaît pas les limites territoriales, il ne connaît pas les différentes familles, comment est-ce qu'il pourra apporter une solution à un essai de problème? Donc, le statut des chefs traditionnels, si ça ne dépendait que de moi, il y a des chefferies vraiment que l'État devrait dissoudre. Avec le statut actuel, il y a des chefferies qui n'ont plus droit d'exister. Vraiment, il y a des chefferies, je vais les entre guillemets, des chefferies inutiles qu'il faut vraiment balayer. Parce que c'est avec tout cela que la jeunesse, que les populations connaissent vraiment beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et l'agriculture, nous le disons tantôt,
l'agriculture en est fortement impactée. Vous savez que les populations en milieu rural vivent essentiellement de l'agriculture et puis de l'élevage. Donc, que l'État se penche sur ce problème de chefferie traditionnelle. Alors actuellement, il y a donc beaucoup de chefs traditionnels qui nous regardent ici sur Camdis Télévision et ainsi également beaucoup des agriculteurs qui nous regardent. Ils prêtent quand même leur oreille attentive sur ce qui se dit ici et je pense que ça va également entrer donc en pratique les autorités administratives qui sont là et qui nous regardent et qui prennent également certainement note parce que ce qu'on dit ici relève quand même de réalités profondes dans nos villages, dans nos contrées lointaines ou proches. Alors, honorable Arissou, la désignation de chef traditionnel aujourd'hui qui revient, en fait, qui plante les décors dans les débats télévisés, dans les radios et tout ça, je pense que ça obéit à un certain nombre de critères. Oui, monsieur Bello. Vous êtes également de la famille royale de l'extrême nord. Effectivement, mon papa est chef du C'est un domaine que vous maîtrisez quand même le mieux. Oui, effectivement, il faut noter qu'au Cameroun, il y a une loi qui encadre la chefferie traditionnelle. Nous avons la chefferie traditionnelle du premier degré, du deuxième degré, du troisième degré. Et pour être désigné, et chef traditionnel, il faut être la lignée royale. Et à chaque fois, si vous lisez le communiqué du sous-préfet qui désigne le chef du troisième degré, du préfet et qui désigne le chef du deuxième degré, du premier degré, vous allez voir à chaque fois, ils mettent la consultation. Ça veut dire quoi? Il a d'abord eu les informations avant de venir désigner. Je me souviens, dans notre arrondissement de Boura, qui est situé dans la région de l'extrême nord du département du Maui-Tchanaga, et lors de la désignation d'un chef du deuxième degré, il y avait eu des candidatures. Et le préfet, à l'époque, lui, il était clair. Si vous n'êtes pas de la lignée royale, vous ne pouvez pas déposer votre dossier. Il y avait plus de 15 dossiers. Il a après, parce qu'au sein de la préfecture, il y a ce qu'on appelle le renseignement. Et à la fin, il s'est rendu que seulement 2 personnes qui appartenaient à la lignée royale et il a écarté toutes les autres personnes. Et quand il est revenu pour désigner le chef traditionnel, il était clair parce qu'il a donné un message phare, soit disant que lui, il n'a pas de parti prise. C'est une consultation, on a appelé les notables et c'est chaque population, oui, se sont prononcés, ils sont tous d'accord que ce sont eux qui vont élire le chef et ils sont allés aux élections, l'autre a eu 8, l'autre aussi a eu 8. On est allé au deuxième tour, ils ont eu 8-8. Troisième tour, et en principe, à ce niveau, le préfet, il avait pour rôle aussi de prendre la personne qui est la plus âgée. Mais lui, il a dit que non, s'il désigne la personne qui est plus âgée, ça va aussi retomber sur lui. Il a donné 33 minutes aux deux candidats de convaincre aussi les notables. Après le troisième tour, on a désigné un chef. Donc, c'est ce que tout le monde souhaite. Et quand le préfet, le sous-préfet arrive pour désigner le chef traditionnel, il ne vient pas imposer. C'est une élection. Mais en principe, on ne devait pas faire une élection. C'est au sein de la famille, on se conseille pour dire que, ok, et dans notre famille, notre papa est décédé. Au sein d'une famille, il peut y avoir aussi beaucoup de effectivement, c'est ça aussi qui fait problème. Parce qu'au sein d'une famille, vous pouvez avoir une grande famille. Vous pouvez dire que non, mon papa et mon oncle étaient chefs, mon cousin, ainsi de suite. Donc, il peut y avoir plusieurs candidatures. Et chacun est libre de déposer sa candidature. S'il n'y a pas consensus, s'il n'y a pas entente, il part aux élections. Et maintenant, il faudrait que ici, les autorités administratives mettent plus l'accent en ce qui concerne la désignation de la chefferie traditionnelle parce que ça est en train de prendre de l'ampleur. Et j'ai assisté à la désignation des chefferies traditionnelles tout récemment du côté de Sawa, à Tondé, où j'ai assisté à la cérémonie traditionnelle d'intronisation de M. le recteur de l'Université de Yaoundé 1, qui est chef traditionnel du côté de Tondé. J'ai donc vu la tradition. Vous savez, si vous n'êtes même pas de la chefferie de lignée royale, vous ne pouvez pas être chef. Parce que de la manière que j'ai vu la tradition, il faut être de la famille royale. Sinon, même si on vous désigne chef, vous n'allez pas tenir. Parce qu'il y a la tradition, il y a la culture qu'il faut respecter. Même dans le Grand Nord, dans toutes les chefferies, si vous osez pour dire que, ok, je veux être chef, et vous, de manière consciente, vous savez bien que vous n'êtes même pas, vous ne faites même pas partie de la famille. Avec le temps, est-ce que la population va d'abord obéir à vous? Parce que imaginez, si vous êtes chef, vous êtes chef de la tradition d'une localité. Vous avez une superficie qui est bien précise. Et si vous ne parvenez pas à convaincre
à faire transmettre le message, à faire écouter par votre population, vous aurez de sérieux problèmes parce que vous jouez un trait d'union entre l'administration et la population. Dans chaque localité, si on veut une information, on appelle d'abord le chef traditionnel parce que le chef traditionnel maîtrise d'abord sa population. Il maîtrise les quartiers de maison à maison. Si vous appelez un chef pour dire à un chef, de faites-moi le point sur la situation aujourd'hui, il est prêt à vous donner parce que au sein de la chefferie, nous avons le conseil des notables, nous avons des personnes qui sont désignées par le chef. Telle personne est en charge, par exemple, de l'agriculture, de l'élevage, des commerces, des protocoles. Donc, il y a tout un organigramme qui est constitué à ce niveau. Et il faudrait que aussi le citoyen lambda respecte aussi les chefs traditionnels. Parce que, vous savez, il y a souvent des cas où les citoyens ils manquent de respect à leurs chefs. Ce n'est pas du tout bien. Quand vous êtes chef, ça veut dire que vous êtes obligé à faire respecter la tradition, à valoriser la tradition. Et vous, les citoyens lambda, vous êtes aussi obligés à respecter votre chef traditionnel. Parce qu'il est votre porte-parole. S'il y a un problème dans tel village, on appelle d'abord le chef traditionnel pour dire que monsieur le chef, donnez-nous la situation qui est sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut, et il a toujours la solution de manière traditionnelle. D'accord. Alors, merci beaucoup, honorable Arissou. Vous êtes de la chefferie. Oui, une minute, mais oui, après, je vais donner la parole à Sa Majesté. Allez-y. Merci. Juste pour vraiment réagir, parce que aujourd'hui nous parlons de désignation des chefs traditionnels. Moi, ce terme de désignation me gêne beaucoup. Dans un passé qui est très lointain, nous savons comment est-ce que cela se passait. Ce n'est même pas le roi qui désignait son héritier, mais les textes, la tradition, elle était claire. Lorsqu'on vous intronisait en tant que chef, en tant que roi, en tant que souverain, vous avez un certain nombre de rites à accomplir. Par exemple, dans certaines cultures, c'est-à-dire, vous partez dans une case avec vos épouses, vos 8, vos 9 épouses, elles ressortent de là après un certain moment enceintes. Et puis, d'après la tradition, le premier-né mâle est votre héritier. Et ce premier-né mâle est présenté à la population, aux autorités. Donc, votre héritier est connu déjà dès la naissance. Un chef traditionnel, vraiment, moi, je regrette, honorable, on ne le désigne pas. Famille, il peut aussi avoir dans la famille. C'est justement ce qui apporte des conflits au niveau des coutumes. Vraiment, les oncles, les grands princes. Lorsque le chef naît, tout le monde sait que c'est le chef qui est né. On l'intronise prince. C'est-à-dire qu'on sait déjà que c'est lui l'héritier. La population sait que c'est l'héritier. Alors, les autorités savent que c'est lui l'héritier. Dans un sens où un individu ou son grand-père était chef traditionnel, où maintenant il faudrait demander les candidatures, vous n'allez pas quand même... Est-ce que on peut l'empêcher à être candidat? Candidat, la chefferie, sous le contrôle de Sa Majesté, moi je pense que la démocratie vraiment ne fonctionne pas avec la chefferie. Parce que lorsque vous parlez déjà de candidat, cela suppose Sa Majesté un suffrage. nous dira de manière plus précise dans cette situation. Alors, Majesté, l'honorable Arissou a beaucoup parlé de ces procédures qui gouvernent la désignation d'un chef traditionnel où il faut absolument être de la lignée royale. Alors, comment cette réglementation échappe dans les chefferies du Grand Sud? Parce que vous avez semblé démontrer que dans le Grand Sud, il n'y a pas vraiment ce respect de ces normes qui gouvernent la chefferie traditionnelle. Et pourtant que c'est le même texte. C'est le même texte, c'est le même Cameroun, voilà. C'est la même fonction, mais les systèmes diffèrent. Et je ne comprends pas pourquoi, ça veut dire que nous piétinons la loi. Et dès lors que nous piétinons la loi, nous n'avons plus la raison d'être, ou la raison de débattre, ou la raison d'avoir des chefferies traditionnelles dans le Grand Sud. Moi, je vais être clair là-dessus. Je ne sais pas pourquoi les gens spéculent. Les chefferies traditionnelles sont nées. Les chefferies traditionnelles sont nées au Cameroun le 15 juillet 1977. Il faut bien le noter, parce que le texte qui réorganise le décret présidentiel, le décret 77/245 du 15 juillet 1977 qui réorganise la chefferie traditionnelle au Cameroun est clair. Avant, c'était les chefferies coutumières. Faisons donc la différence entre les chefferies coutumières et les chefferies traditionnelles. Qu'on nous dise aujourd'hui, tel grand-père était chef, c'est pour ça que son fils... Non, il n'était chef quand? Il faut la période. Parce que la loi n'est pas rétroactive. Est-ce que la loi est rétroactive? Je veux savoir.
le décret présidentiel qui a organisé la chefferie traditionnelle du Cameroun dit bien en son article, le présent décret prend effet à compter de la date de signature. Signé, président de la République, El Hadj Amadou Ahidjo. Le chef de l'État actuel a modifié 2 articles seulement dans le cadre des indemnisations des chefs. De ces textes-là, il n'y a que 2 articles qui ont été modifiés. Alors, quand on nous dit aujourd'hui qu'il faille désigner un chef traditionnel, on nous dit non, le grand-père ou l'oncle de la tante était d'abord chef. Non, il était chef à quelle période? Parce que tout ce qui était chef traditionnel, chef coutumier à l'époque, a pris fin le 15 juin 1977. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le décret. Et chaque décret présidentiel fait force à la loi. Bon, alors, pour chuter, hein, moi je sais parce qu'on ne prie pas le temps. Oui. À partir du 16 juillet 1977, nous connaissons les liens. Il y a des familles qui rentrent dans cette lignée, qu'on ne sorte pas du cadre de ce décret présidentiel. Et c'est ça qui crée la cacophonie. Il y a même d'autres qui ont créé des chefferies de toutes pièces dans les villages qui n'existent pas dans le fichier. Alors, il faut donc respecter les lois et règlements de la République. Le chef de l'État en signant ce décret s'est appuyé sur la Constitution du Cameroun. Alors, il faut respecter les lois et les règlements de la République, c'est ce qu'on peut donc retenir. Monsieur Arnaud, en quelques mots? En quelques mots, pour réagir également avec Sa Majesté. Moi, je crois que la chefferie traditionnelle, vraiment, elle a échoué quelque part. Donc, est-ce que le législateur ne pourrait pas nous faire rentrer à l'ère de la chefferie coutumière? Alors, on verra la prochaine fois. Monsieur Harissou, 30 secondes. Oui, monsieur Bello, je vais juste dire il faut valoriser nos chefferies traditionnelles parce qu'une fois qu'ils sont, ces chefferies mettent sur pied ce qu'on appelle la culture, la tradition, parce qu'à chaque fois il faut faire référence à la tradition, parce que vous êtes élu chef traditionnel, parce qu'il y a le mot tradition, et il faudrait que aussi le gouvernement, l'État à son niveau apporte son soutien pour valoriser la tradition, et il faut qu'on reste dans la tradition. Alors, on va donc retenir, il faut absolument respecter la tradition dans les chefferies, dans les villages, parce que les chefs traditionnels sont également des institutions, ils sont des auxiliaires de l'administration. Voilà donc qui prend fin cette émission de Agripole qui a consacré quand même à ce débat fort intéressant également. Et je demande à tous les téléspectateurs qui nous regardent de revenir à la fois prochaine parce que le débat va toujours continuer. Et pour l'instant, je vous laisse en compagnie des programmes de Camdis Télévision. Merci beaucoup.